l'ancien système. Pardon? C'est la barre. Pardon? Notre-Dame. Elle Oui. n'est pas sur une des lignes principales. Ah, mais notre... Non, pas dans cette structure-là. Notre-Dame, si vous voulez, c'est comme si on pouvait... Je ne l'ai pas fait, mais il y a une... Il y aurait une étude, il faudrait passer 2 ans à tracer les lignes seulement sur Notre-Dame. Moi, j'en ai je ne sais pas combien qui passent à travers Notre-Dame. Il y a celles qui passent par le chœur, il y a celles qui passent par, comme je l'ai dit, par la façade, et il y a celles qui passent par le transept. Mais par contre, si vous voulez, on va l'avoir, là, elle est à l'extérieur du rectangle d'or, mais par contre, on l'aura dans la structure. Alors, attendez. Et ça passe par la Sainte-Chapelle. Oui, la Sainte-Chapelle, Ouais, c'est extraordinaire, bien sûr. ouais. Et puis alors, se rappeler que la Sainte-Chapelle a vu les premières ogives avec Poissy. Hein, c'est pas rien quand même. C'était pas une structure entière, c'était juste quelques ogives à la Sainte-Chapelle. Je suis surpris par votre dire Pardon? que les invalides ne sont pas exactement sur un tracé. Mais je vous dis que ça c'est une structure. Oui. Et c'est pareil si vous voulez regarder. C'est pas plutôt Ah non, mais les invalides, vous avez plein de lignes qui passent. Regardez des lignes que j'ai pratiquement pas utilisées, sauf les grands axes. Hein, donc, c'est incroyable. Regardez là les invalides. Vous voyez, vous voyez le centre de la place du Trocadéro, et en jaune là, c'est notre rectangle d'or, donc la base. Regardez les invalides. Vous avez des lignes très importantes qui passent exactement entre les 2 petites églises des invalides, qui sont l'église du Dôme et l'église, je ne me rappelle plus l'autre. Donc ça c'est absolument incroyable. Regardez d'Enfer Rochereau, donc en plus large. Saint-Gervais est une église un peu particulière. Ah oui, bien sûr, puisque vous l'avez aussi, si vous voulez, dans le... c'est complètement templier, Saint-Gervais-Saint-Protais. Et c'est un des nodes des structures, de plusieurs structures. Elle est essentielle. Et le Donc je vous montre une autre structure. Pardon, le Sacré-Cœur. Pardon? Le Sacré-Cœur. Ah, alors ça, ce qui est intéressant avec le Sacré-Cœur, là on va le Sacré-Cœur, si vous voulez, le problème c'est que en haut de cette montagne, le Sacré-Cœur est très récent. Et que toutes les lignes vont sur la petite église. Oui, qui est à côté, sur le côté Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ah oui, elle vaut 2 fois plus. Incroyable. Tout à fait. Donc toutes les lignes vont là. Donc, alors regardez maintenant, donc je vous montre très rapidement le Châtelet, les 10, l'étoile à 10 branches et 2 x 5. Donc voilà les 2 pentagrammes, le pentagramme bleu et le rouge, et voilà. Donc ça c'est, vous aurez des posters. Et puis dans le bouquin, vous avez les inserts, bien sûr. Ça, c'est alchimique. Saint-Médard est complètement alchimique. Il y a, il y a une statue. Saint-Séverin aussi. Alors, Saint-Séverin, c'est avec le Louvre. C'est absolument. Alors, figurez-vous que Saint-Séverin. Pardon, excusez-moi. Saint-Séverin, oui, aussi, bien sûr. Mais de toute façon, toutes les églises qu'on adore. Parce que Saint-Séverin, il y a le puits, là. Vous parliez de profondeur, il y a aussi... Oui, mais il est pas profond le puits. Pardon? Je posais la question. Non, pardon, vous disiez? Non, il n'est pas assez profond le puits. Ah, mais ça fait rien s'il n'est pas profond. C'est-à-dire, donc il y a une crypte. Ben, je ne savais pas qu'il y avait un puits. C'est le fond de la source. Ah, et en plus, il y a une source.
C'est pour ça que dans les cathédrales, vous avez toujours de l'eau souterraine. Il faut vous balader sur Internet et vous faites alors plan des cathédrales. Vous allez avoir tous les plans de toutes les cathédrales, vous allez les trouver sur Internet. Et vous allez essayer de... Il y a certains géobiologues qui ont essayé de tracer le réseau Hartmann. Ce dont je vous parle n'a rien à voir avec ni le réseau Hartmann, ni l'autre là, le réseau Curie. Parce que nous, on est... Là, je parle de grandes structures. Et dont les lignes peuvent être... le réseau Hartmann, il est complètement géométrique. Et il ne peut pas dépasser un certain nombre de lignes dans les croisements. Nous, on a des croisements à 12 lignes parfois. Et votre point de départ, c'est quoi? C'est les lines, c'est ça? Ben, le point de départ... Comment vous avez construit? Mon point de départ à moi, c'est la perception. Il y a bien, je vois les arcs qui relient je vois les énergies au-dessus des églises, si elles sont en bonne santé. Si il n'y a pas d'énergie, si c'est noir, c'est parce qu'il y a une catastrophe, comme il y a eu en 2003, le champ entier de la France s'est cassé. Moi, je l'ai repéré d'abord à Blois, mais après, je suis arrivée à toute vitesse à Chartres. C'était pareil, j'ai été à Paris, c'était pareil. Le champ de la France, et certainement beaucoup plus que la France, était cassé. Comme en 2001, le problème, si vous voulez, qu'il y a eu sur les tours. Alors, qu'est-ce qui crée ça? Pourquoi? Moi, je peux vous dire simplement que au moment où il y a eu le problème sur les Twin Towers, le champ a été complètement cassé alors que nous étions en train de créer des champs collectifs, si vous voulez, à l'échelle de la planète, et 24 heures sur 24. Et ça, c'est la deuxième partie de la présentation dont je voulais vous parler, vous entraîner vers ça. Est-ce que justement ça vous intéresse d'entendre parler de ces champs? Parce que si vous voulez, quand on parle là des structures, on parle en fait de la géoarchitecture, du champ géomagnétique. Alors il y a trois composantes dans le champ, dans ces réseaux sacrés. Il y a la composante électromagnétique du champ géomagnétique, avec les lignes qui se croisent, et vous avez la composante des énergies cosmiques qui sont attirées par toutes les antennes. Et ça, quand je vous parlais tout à l'heure, moi je voyais très bien les énergies verticales droites au-dessus des clochers. Ça, c'est les énergies cosmiques qui arrivent verticalement sur l'antenne, toute antenne. Et même vous faites antenne, si vous êtes en posture de yoga comme ça, vous faites antenne. Et là, vous recevez l'énergie cosmique. Et donc, vous avez déjà l'énergie tellurique et vous avez l'énergie cosmique. Et vous avez une troisième sorte d'énergie, et c'est pour ça que les réseaux ont été créés. Et ils ont été créés au-delà, en dehors des religions qui allaient arriver dans le futur à tel endroit et tel autre à tel autre endroit. C'est une énergie que moi j'appelle sémantique, une énergie qui a trait à la conscience des êtres humains. Il fallait trouver un terme, et j'appelle ça l'énergie sémantique, c'est l'énergie de la conscience. Donc quand le peuple des Magalites met un temple, un dolmen ou un menhir, et qu'il commence à faire des rituels autour de ce menhir, et qu'après on va construire un temple gallo-romain, et après une église, et après Dieu sait ce qu'il y aura, et bien dans cet endroit, à chaque fois qu'il y a des rituels, tous les gens rassemblés, si vous voulez, amènent leur énergie et chargent l'endroit. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'allez pas déplacer l'église, vous n'allez pas vous ne déplacerez jamais le dôme du temple. Et la cassure pour vous en 2003, c'est plutôt d'origine cosmique, enfin interplanétaire, ou plutôt au niveau de la conscience? Plus de la conscience. Non, interplanétaire. Plus même. Voilà. Celui-là. Mais le 2001, par contre, alors, il faut que je vous parle de ça. 2001, le champ
planétaire s'est passé. Alors, il existe une possibilité, donc là on arrête carrément. Alors, ça va pouvoir l'arrêter, ça va faire moins de bruit. Il existe une capacité que nous avons, si vous voulez, lorsqu'on est en groupe et lorsqu'on fait une action qui est la même, par exemple, vous êtes à un concert, tout le monde est transporté à un concert, ou alors vous faites participer à un rituel, ou même un concert de musique moderne, et il y a quelque chose, si vous voulez, qui vous prend et qui est partagé par d'autres personnes. Quand ça se passe, il y a une possibilité d'arriver à une harmonisation des esprits qui a, et c'est ce que j'ai pu percevoir et étudier et chercher à approfondir toute ma vie, c'est que je me suis retrouvée dès 18 ans, après avoir commencé à méditer, etc., dans des situations d'abord où une perception des énergies subtiles, ces énergies sémantiques, comme au-dessus des bâtiments, mais aussi autour des gens, des objets sacrés. Donc cette perception des énergies que j'appelle énergies sémantiques et des énergies de conscience. Par exemple, quelqu'un a un état de conscience, moi je vais voir un éblouissement dans son aura. Quelqu'un fait un rituel, un moine celtique orthodoxe faisait un rituel avec un verre tout simple qu'il utilisait dans la messe. Et puis au moment où il sort la formule latine de l'Eucharistie, là, ce verre à boire, plouf, tout d'un coup prend une aura époustouflante. Des gens s'approchent d'un temple en Inde et commencent à prier, les statues, leur aura s'illumine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est de l'énergie de conscience qui, d'une façon encore mystérieuse, mais c'est là-dessus que je travaille en science, cette énergie, si vous voulez, elle est capable d'imprégner les objets et la matière. Et évidemment, surtout les objets sacrés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est dans quel état on peut arriver en tant que groupe quand on harmonise nos esprits au point où, si vous voulez, on atteint une unité, comme si on n'était plus qu'un seul esprit. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 exemples, parce que quand, au Brésil, je me suis aperçue que toute ma vie, j'avais passé mon temps à essayer de comprendre les choses au niveau scientifique, machin, mais que, bizarrement, je n'avais jamais essayé de mettre sur le papier et d'essayer de réfléchir plus avant à toutes les expériences que j'avais faites sur ces choses anomales, mais spécifiquement dans le sens de l'énergie de conscience. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ce bouquin, la moitié est sur le réseau sacré, et l'autre moitié est sur un domaine tellement pas du tout connu. Je suis la première personne à amener ce genre d'informations, que si, grosso modo, j'en avais pas fait la moitié du bouquin qui a des petites images plus attrayantes, personne n'aurait jamais lu ce livre. Vous pouvez l'acheter ce soir, Pardon? Vous le vendez ce soir? Oui, bien sûr. J'en ai pas beaucoup, enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire que... Alors, je prends juste... Allez-y, posez votre question, je vais Voilà, pouvoir voir. vous voulez dire que quand les tours se sont écroulés, comme tout le monde a été affecté négativement, le réseau s'est écroulé après. Ben, j'en sais rien. Ce que je sais, On si vous voulez... fait avant pour casser le réseau. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas la réponse. Je sais que ça s'est passé simultanément, pratiquement. Je ne saurais pas s'il y a quelque chose qui a été la cause d'autre chose. Est-ce que c'est... Parce que si vous voulez, il y a des recherches scientifiques qui sont faites dans un domaine très très intéressant.
que vous trouverez dans le bouquin, vous trouverez toutes les informations, sur mon blog, si je vous donne mon blog. Ça s'appelle le Global Consciousness Project. Et ce Global, avec Roger Nelson et à Princeton. Et en fait, il montre, si vous voulez, qu'au niveau de l'inconscient collectif, alors c'est l'expérimentation après avec une centaine d'œufs, c'est-à-dire de générateurs de hasard qui sont partout sur la planète. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a un événement mondial, ou même, mondial si vous voulez, qui va soulever les foules, ou comme 2001, comme la mort de Diana, etc., il se trouve qu'à ce moment-là, tous les œufs montrent un pic d'activité. Il y en a maintenant plus de 100, et comme un pic. C'est-à-dire que normalement, il y a la ligne de base du hasard, qui est le truc normal partout sur la planète, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va provoquer un phénomène mondial où toutes les consciences des gens vont être focalisées là-dessus, et on a le pic. Mais le problème, c'est qu'on a le pic 3 heures avant. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Oui, ces œufs, c'est très étonnant. 3 heures avant. Oui, C'est un trou dans l'espace-temps. oui, c'est l'inconscient collectif. Oui, c'est l'inconscient. Mais carrément que notre inconscient collectif qui est aussi... On vous entend pas, madame. Je disais que, alors, moi je ne suis pas spécialiste, vous mais dites. que certains disent que c'est l'inconscient de la Terre, parce Oui. que la Terre a aussi son... Ah oui, comme Gaïa. Voilà. L'inconscient de C'est elle Gaïa. que c'est elle qui Oui, provoque mais aussi. l'inconscient de Gaïa, c'est nous aussi. Hein? C'est On en a interaction. toutes les espèces, enfin nous, pas seulement les êtres humains, c'est tous les êtres vivants sur la planète, nous sommes tous la conscience de Gaïa. Mais la conscience de Gaïa, peut-être, elle est un plus. Mais voilà, encore. c'est ça. C'est-à-dire que certains pensent qu'elle peut être un plus, Oui. qu'on est en interaction et que ces 3 heures de temps sont peut-être liées aussi à des réactions de la Terre auxquelles on est sensible. De toute façon, même si vous dites que c'est Gaïa, comme nous tous on est Gaïa, on est la conscience de Gaïa, ça ne fait aucune différence de dire l'un ou l'autre. Par contre, Voilà. il y a peut-être une différence entre le moment de la décision et le moment de la réalisation de l'événement. Oui, mais enfin, quand il y a, par exemple, une agression sur comme 2001, si vous voulez, c'est évident que... non, c'est bien la réaction de l'inconscient collectif des gens, mais c'est mal nommé, parce que c'est quand ils vont prendre conscience de l'événement qu'il va y avoir un choc. Et il se trouve qu'inconsciemment, on sait très bien, on sait toujours ce qui va se passer quelques temps après. C'est pour ça que c'est très facile, en fait, de développer un sens du futur. ils marchent comment ces œufs, s'il vous plaît, ces œufs générateurs de Oh, ça, on ne va pas en parler, parce qu'on a oui, des mais on choses sait pas beaucoup du plus tout de quoi importantes à faire. faire. Vous regardez sur l'internet et vous allez chercher, ou dans mon bouquin, Global Consciousness Project, Princeton, Roger Nelson, et vous allez tout trouver là-dessus, et même sur le site de l'INI. Ça s'appelle comment, des œufs générateurs? En français des œufs, et en anglais eggs. Des œufs comment, s'il vous plaît, des œufs? EGG. D'accord. Oui, mais des œufs quoi? Si je tape eux sur Internet... Regardez sur le site de l'INI et regardez Roger Nelson. Mais Ok, énergétique. donc là, j'ai combien de temps? Il est 21h02 et on a encore 25 minutes. Donc je vous parle de 2 ou 3 exemples au niveau de la conscience collective. Ça vous dit? Oui? Oui. Voilà. Un des phénomènes les plus intéressants, 4 personnes méditent, si vous voulez, dans l'Himalaya, voilà. 4 personnes d'une vingtaine d'années. Et sans rien dire, comme tous les soirs, voilà, dans cette petite maison louée avec un petit poêle et puis rien du tout parce que tout le monde on est des voyageurs et donc on a à peine 3-4 bouts de tissu et pas de siège, rien, juste un petit poêle, on est assis les 4 et tout d'un coup, et on n'en parle pas, mais tout d'un coup, il y a un état d'harmonisation qui se crée puisqu'on est tous les 4 en méditation et
une énergie. Enfin, moi je vois, si vous voulez, que tout d'un coup, le premier truc, c'est que je ressens qu'on est connecté, qu'on est complètement harmonisé dans nos esprits, qu'on n'est plus qu'un seul esprit. Je sens que je sens tous les autres dans mon esprit, qu'il n'y a plus de barrière entre les esprits. Et simultanément, je vois un arc, un cercle d'énergie qui est comme un tore, c'est-à-dire c'est un boyau rond comme ça, et qui tourne à toute vitesse entre nos chakras de la tête. Et ce tore n'est pas plus gros que ça, à peu près. Et d'énergie blanche qui tourne. Et je suis capable de voir, alors que la vitesse est absolument faramineuse, je suis capable de voir que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, nos 4 esprits sont reliés. Mais en plus, simultanément encore, au-delà on est à 1,50 m chacun l'un de l'autre, on est en cercle et donc parfaitement en carré. Et au-delà, si vous voulez, du tore qui tourne entre nos têtes, il y a une grande sphère qui nous entoure complètement, mais qui n'est pas plus loin, qui simplement nous entoure parfaitement. Voilà, peut-être à, je ne sais pas, à peu près ça. Et cette sphère est comme une bulle de savon, je ne sais pas, il y a des chatoiements, ça fait des brillances, etc. À la fois c'est translucide. Et tout ce qui est dans la pièce, parce qu'à ce moment-là je regarde, mais je suis complètement étonnée, je regarde un peu aussi les objets dans la pièce. Bon, il n'y a pas grand-chose, il y a des murs, il y a le balcon en bois, il y a le plancher de bois, puisque je suis le dos au poil. Et en fait, tout est dans une lumière, mais comme si ça émanait de la lumière. Chaque chose émanait de la lumière. C'est comme si c'était comme d'habitude, mais c'est pas du tout comme d'habitude. Tout est brillant, tout est vivant, tout a de la lumière à l'intérieur, etc. Et puis, donc ça a duré assez peu de temps, et c'est en fait, moi j'ai eu peur de casser cet état, et c'est ça qui m'a cassé. La pensée de dire c'est tellement absolument incroyable qu'il faudrait rester, et puis la crainte que ça va se casser, plof, ça s'est cassé. Mon petit doigt a fait ça, c'est amusant, hein. Au moment où j'ai eu la crainte que ça se casse, il y a mon petit doigt qui a fait ça, plof, et quand la sphère s'est cassée, ça a fait un bruit cristallin. C'est complètement délire, mais c'est comme ça. Et ça, c'était vraiment en état tout à fait normal, là-bas, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est-à-dire un état de méditation permanente, qui était ce qu'on vivait sans arrêt, sans parler. Voyez, une sorte de troisième œil, un peu, hein? Une sorte de troisième œil, quelque part. Ah non, ça c'est le chakra de la tête. Hein. Non, c'était pas du tout. Non, ça, le chakra de la tête, c'est sans arrêt. Non, c'est vraiment un chant. Alors j'appelle ces chants des chants stellar, c'est-à-dire télépathique harmonique. Parce que le premier que j'ai vécu, c'était à 19 ans, et je l'ai mal vécu en fait. C'était quand j'ai été justement dans un monastère de l'ordre de Saint-Colomban, c'est-à-dire des druides, des Celtes, si vous voulez, qui avaient encore des initiations druidiques. Et qui étaient complètement branchés sur le Tibet, en pensant que les Tibétains c'était carrément leurs frères spirituels, en fait, qui reconnaissaient leur musique. Enfin, il y avait des similarités de culture extraordinaires. Et eux, si vous voulez, quand j'étais dans l'enceinte du monastère, il n'y avait pas grand monde, il y avait 7 moines, c'est tout, sans règles. Et en fait, si vous voulez, j'avais toujours les esprits des moines dans la tête. Donc j'ai été obligée dès le premier jour d'aller trouver un rocher de méditation, parce que je méditais beaucoup à l'époque, et pour pouvoir bouquiner, lire, fumer aussi, et tranquille dans ma tête, et écrire, tout ça tranquille dans ma tête. Et en fait, la deuxième fois, alors donc j'ai dû y aller, j'ai trouvé un superbe rocher, dans un superbe paysage, et là j'entendais plus l'esprit des moines. Mais je crois que donc je suis revenue et je crois que c'est l'après-midi où je suis repartie sur mon rocher de méditation parce que je ne pouvais pas supporter les esprits des moines dans ma tête. C'est comme si ça parlait et j'avais plus mon intimité, c'était une horreur pour moi. Et la troisième fois, donc le premier jour, hein,
la troisième fois où j'ai été, j'ai repris le petit chemin pour aller vers mon rocher de méditation. Donc j'avais les esprits des moines dans la tête, et comme un espèce d'harcèlement, et puis j'ai marché comme ça, et puis tout d'un coup, là, j'ai senti, c'était complètement abrupt, tout d'un coup, il n'y avait plus personne dans ma tête. Je me suis dit, c'est complètement dingue ce truc. Donc j'ai fait un pas en arrière, et un pas en arrière, j'avais les esprits des moines dans la tête. Et j'ai fait ça plusieurs fois, et un pas devant. Alors là, c'était absolument dingue. J'ai mis une petite pierre, et chaque fois que j'allais et que je revenais, plouf, les esprits, pas les esprits. Donc j'ai appelé ça un chant télépathique, parce que la première fois, j'ai senti ça comme de la télépathie, et moi, ça m'a cassé les pieds. Et après, 3 ans après, 2 ans et demi, même pas, 1 an et demi après, je suis en Inde, dans une ville sacrée à Nasik. Et là, là c'est une ville sacrée, à l'époque, qui était absolument magnifique. Et donc, je descends, donc j'arrive dans cette ville sacrée, je suis arrivée depuis la Perse en Stock, je suis déjà en Inde depuis au moins 6 mois, et je trouve un petit endroit où je vais pouvoir dormir sans rien. Et là, je trouve, si vous voulez, je vais voir donc le centre avec les temples, et au moment où je descends la petite rue qui va vers le centre sacré de la ville, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que il y a un pas où tout d'un coup, je fais un pas de plus, et là c'est la première fois que j'y allais, et tout d'un coup, je suis dans un chant d'harmonie collective. Et là, c'était complètement le contraire, parce que c'était pas des pensées. Voilà, les Indiens, si vous voulez, à l'époque, dans une ville sacrée comme ça, leur esprit, ils n'ont pas de pensée automatique. Ils ont un esprit complètement nettoyé. Ils sont dans un état de conscience absolument magnifique, mais ils n'ont pas de pensée automatique. Vous voyez, comme nous. Nous, il faut se débarrasser de la pensée automatique pour atteindre un état de conscience comme un arc. Et là, c'était pareil. Donc, ces chants, si vous voulez, ils ont des structures énergétiques vraiment très précises. Et pourtant, ce n'est pas de l'énergie électromagnétique. Je suis absolument certaine, mais il y a des lois qui se ressemblent. Il y a un centre géométrique. Il y a aussi, si vous voulez, ça peut être créé par des gens qui sont dans un état comme moi en méditation, là, avec mes 3 amis. Il va y avoir une sphère, en général ça prend des formes de sphères, mais ça peut prendre tout un quartier de ville. Et à mon avis, si vous voulez, des gens comme Teilhard de Chardin ont prédit que la prochaine étape d'intelligence et de conscience des êtres humains, elle serait collective. C'est-à-dire qu'on allait, maintenant qu'on avait passé toute une ère à développer notre individualité et nos capacités de responsabilité individuelle, etc., qu'à nouveau, on allait être dans un schéma d'apprentissage de la collectivité, mais au niveau de la conscience. C'est justement qu'on arriverait au point oméga où la Terre entière, l'humanité entière sur la Terre, serait harmonisée dans l'inconscient collectif. Bien sûr, il ne parlait pas d'inconscient collectif, mais il parlait de conscience collective. Donc, je pense que, si vous voulez, des petits champs comme ça, quand on est dans un champ maintenant, si vous voulez, dans les 15 dernières années, les champs peuvent avoir 2000, 3000 personnes, vous voyez,
quand vous avez des phénomènes comme, je ne sais pas, la Love Parade à Berlin, où on a, disons, 50 000 personnes, vous avez un chantelard avec 50 000 personnes. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, c'est évident que si vous avez des chants qui s'harmonisent, admettons que l'on soit, si vous voulez, à la période, justement, les grandes fêtes qui sont des fêtes qui sont suivies par plusieurs religions, si vous voulez. Bon, on va pas forcément religieuse, mais par exemple le premier de l'an, puis Noël, qui finalement est partout, signifie partout quelque chose, eh bien, vous allez avoir des mini-chants télars, comme ça, télépathiques harmoniques, partout dans le monde. Et donc, vous allez avoir une espèce de chant collectif qui... Vous allez avoir des phénomènes d'harmonisation entre des chants. Par exemple, au passage du millénium, moi je sais que j'étais en Inde, et il y a eu, si vous voulez, des phénomènes très intéressants au niveau énergétique, de cette énergie de la conscience, qui étaient des phénomènes d'harmonisation entre des chants télars qui étaient les uns en Australie, les autres en Inde, et les autres aux États-Unis ou en Afrique. Il y en a eu avec Nairobi, par exemple. Donc on a des phénomènes, si vous voulez, où on a des harmonisations, parce que les gens sont sur sur des énergies extrêmement proches, et que dans ce domaine de l'énergie de conscience, l'énergie sémantique ou l'énergie SIG, eh bien on est avec des lois de résonance et d'harmonisation, même au niveau de la pensée et des émotions. Donc ça fait des vagues, si vous voulez, ça crée des harmonies, et on peut se connecter pratiquement sur la Terre entière. À mon avis, c'est vers ça qu'on va, et on était pratiquement arrivé à ça juste avant le problème depuis le passage de l'an 2000 jusqu'au problème du 11 septembre, eh bien on était dans ce 24 heures sur 24, il y avait toujours quelque part sur Terre des phénomènes assez larges pour que ça puisse garder le chantelar planétaire dans son état vivant et constitué, on va dire. Et au moment où ça s'est passé en 2001, là, ça a complètement craché. Est-ce que vous avez éprouvé la même sensation le 11 janvier? Parce que le 11 janvier, il y a eu cette réunion suite aux événements. Il y a eu les événements en France, mais sur le monde aussi. C'était complètement dingue. Il y a eu oui. Et ça a été énorme. Mais ça, c'est le 11 janvier. Cette unité, cet esprit d'unité. C'était donc le Charlie Hebdo, c'était la grande marche, 4,5 millions de personnes en France. Il y a eu un chantelar planétaire. C'est incroyable. Et j'ai cru que ça recommençait, qu'on allait rester dedans complètement. Et bien évidemment, moi je ne suis pas 24 heures sur 24 dans le champ capable de savoir s'il est là ou pas. Mais en 2000, je l'étais, parce que j'étais dans un autre... j'étais en Inde, donc je pouvais être à l'écoute sans arrêt, quoi. Mais on est proche, on est seulement à nouveau proche d'arriver à cette harmonisation de la planète. Mais ça a été prévu par les soufis qui ont dit qu'un jour l'imam serait l'imam caché à l'intérieur du cœur de chacun. Ça a été prévu dans les religions hindoues, par Teilhard de Chardin. Donc il y a plusieurs prédictions qui font état, si vous voulez, du fait que la conscience de tous les êtres vivants de la planète, mais aussi avec la terre, nature et avec les animaux, ils sont pas... ils sont... Quand il y a eu ces champs absolument gigantesques, et quand il s'est cassé, que c'était extrêmement dangereux, surtout en 2003, ça c'était pire que 2001, 2003, si vous voulez, 2001 n'a pas cassé les réseaux sacrés. Ils ont cassé ça a cassé simplement le chantelar planétaire.
mais ça n'a pas cassé les petits champs thézards du tout, et ça n'a pas cassé le réseau sacré. En 2003, ça a cassé le réseau sacré. C'est à quelle période de l'histoire? C'est à quelle date? Ça serait vraiment, c'est impossible pour moi de mettre la tête là-dessus parce que ça va m'emmener dans c'est trop, Ok. c'est trop compliqué. Déjà, c'est incroyable que je puisse en parler comme ça. Mais c'est sur la tangente, je ne peux pas rentrer là-dedans. Et est-ce que vous pensez que la prise de conscience, comme la COP 21, les prises de conscience, on va dire, écologiques, vont faire prendre forme? Parce que j'ai l'impression, moi je ressens qu'il y a quelque chose qui va se jouer, là, qui commence à monter. Oui, mais ça fait... C'est très Vous le sentez depuis quand? Parce que ça fait longtemps que ça monte. C'est moi, Il y a un nouveau dans un cycle. juillet, j'ai l'impression que ça... Mais c'est vraiment très intuitif, je n'ai pas d'intuition très développée, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui montent. Non, mais de toute façon... Sur ce qui circule, d'ailleurs, même sur Facebook, sur beaucoup de réseaux, il y a des choses qui se précisent, en fait. Oui. Vous avez vu la dernière nouvelle, absolument extraordinaire. Ils ont découvert, alors il y a à peine 3-4 jours, ils ont découvert une structure qui n'est pas naturelle dans une étoile qui est quand même vachement loin. Mais elle serait gigantesque et la seule explication idiote qu'ils peuvent essayer de trouver, ça serait littéralement un champ de comètes. Un champ immense de comètes qui pourrait faire ce type d'énergie, qui sont capables de repérer au télescope. Donc ils vont quand même mettre les télescopes de SETI branchés dessus. Si vous me laissez votre email, je vous enverrai le lien vers mon blog et puis je vais faire un post là-dessus. J'ai décidé de le faire demain ou après-demain. Et il y a deux phénomènes absolument incroyables au niveau extraterrestre, là, dans les 10 jours passés. Dans les 10 jours passés? Oui, oui. C'est-à-dire que celui-là, là, la structure, c'est carrément la NASA qui est dessus. Ils viennent de trois événements dans les 10 jours passés. Il y a 5 jours, 6 jours, la NASA a sorti de nouvelles images de Mars, dans lequel on voit très nettement, enfin des images haute résolution, dans lesquelles on voit parfaitement nettement une ville en ruine, un peu comme mon pays, mais sur lesquelles, moi j'ai un ami, parce que mon dernier travail, ça c'est le français, mais mon dernier travail est un travail en cosmologie, avec la conscience au début de l'univers, et donc je travaille avec des physiciens et là, et notamment le physicien qui est en train de sortir toutes les informations au niveau du fait qu'il y a eu deux explosions nucléaires sur Mars. Il y a combien de temps d'après vous? Oui, j'ai entendu ça. 6 milliards d'années. 250 millions d'années. Et à l'époque où il y avait un océan, ce qu'on appelle un paléo-océan, c'est-à-dire à l'époque où Mars avait un océan, et c'est cette explosion, alors Mars était comme la Terre, avait une atmosphère, beaucoup d'eau, des fleuves, etc. Et c'est simplement... donc il y avait une civilisation planétaire, et c'est pour ça qu'on trouve plein d'artefacts, comme le fameux visage, qui est vraiment un visage, une sculpture comme le sphinx, et en fait, qui est immense, hein, 200 mètres de long. Et en fait, si vous voulez, il y a les traces de deux énormes explosions nucléaires qui ont explosé, pas au niveau de leur terre, si vous voulez, de la surface, mais qui ont été lancées par en haut, qui ont explosé dans l'espace. Et ils ont les mêmes éléments d'une bombe à hydrogène que l'on trouve dans le désert du Nevada. Et ce type, le xénon 129 qui a été repéré, avec des quantités absolument dingo,
ne peut pas être un élément naturel, ne peut pas être créé à l'état naturel. Donc c'est forcément un engin atomique. Donc on a ces nouvelles qui sont en train de passer partout aux États-Unis. Et je ne sais pas comment nous, la France, on va réagir, parce qu'on est toujours à 30 000 km derrière. Et puis alors il ne faut rien dire, hein, attention. Hein. Oh là là, mon Dieu. Et maintenant, aux États-Unis, parce que c'est sorti les nukes aux États-Unis, là sur Mars, c'est sorti, il y a même, ils le savent à la NASA depuis 20 ans. Le Pale-Ocean, l'eau sur Mars, ils le savent depuis 20 ans, il y avait une sonde particulière qu'elle a ramenée. C'est pour ça qu'ils ne donnent jamais les photos haute résolution. Et là, ils viennent enfin de sortir l'information sur Mars parce qu'ils disent que c'est au niveau de l'intelligence aux États-Unis, ils disent que des militaires, les chefs militaires, ils disent que c'est un soft landing, c'est-à-dire que si on prend conscience de l'existence des extraterrestres en passant par une information qui date de 250 millions d'années, même en étant obligé d'accepter qu'ils aient été capables de détruire une planète entière avec des bombes atomiques, parce que les bombes étaient tellement puissantes qu'elles ont soufflé leur atmosphère. Donc il n'y avait plus aucune vie après. Et que si on est capable d'apprendre un peu ce qui se passe à travers le biais de quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps, que peut-être qu'on ne va pas paniquer. Voilà. Vous savez tout. Vous parlez de 3 nouvelles de 5 minutes. Oui. Alors attendez, non, mais l'autre c'était les images haute résolution. Donc ça, les nukes, c'est passé, ça a commencé, ils ont accepté que ça soit divulgué il y a à peu près, c'est dans l'année passée, il y a 8-9 mois. Ensuite, là, ils viennent de sortir les images haute résolution, donc qui montrent encore que vous regardez l'image, vous voyez un champ de ruines comme à Pompéi, vu de loin, hein, c'est tout. Hein. On voit parfaitement moi, je vois même la rivière. Je vais dire, c'est hallucinant, quoi. On voit des collines, on voit les rues, on voit la colline, comment elle est différente de l'emplacement avec les rues, comment les rues sont bien alignées, etc. C'est hallucinant. Bon, donc, ça va dans le même... c'est-à-dire qu'ils sont en train de laisser passer l'information. Et puis la troisième, qu'est-ce que c'était? Cette structure absolument dingo, qui est, là, je ne me rappelle plus à combien de... je ne me rappelle plus, 150 millions d'années-lumière, je ne sais plus, c'est un truc hallucinant, c'est très vieux. Mais la structure, alors ils disent que même les gens qui écrivent des articles, on est en train de parler des astrophysiciens qui écrivent des articles, sont en train de dire, bon alors il y a cette solution-là, évidemment ça peut être un champ de comète, mais bon, on sait bien que ça ne peut pas être un champ de comète. Mais enfin, il faut quand même garder à l'esprit que ça peut être un champ de comète. Voilà. Mais ils savent très bien que non, c'est extraterrestre. Voilà. Vous avez parlé qu'il y a 5 jours à peu près, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était ça, non? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas autre chose. Dans la nuit du lundi au mardi, vous n'avez pas ressenti quelque chose de particulier, de très fort? Oui, c'est parce que j'ai parlé tout autour de moi auprès des collègues qui ne sont pas du tout branchés sur ça. Ils m'ont dit dans cette nuit-là, il y a eu des choses qui ont été ressenties sur un plan. C'était lundi soir. Mais dans la nuit de lundi soir à mardi. Au-dessus de Paris. C'était quoi? C'était des énergies? D'accord. Ça me rassure. Il a vu des traînées bleues, des traînées qu'il n'avait jamais observées auparavant et qui m'ont vraiment beaucoup étonné. Il me l'a raconté, je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on aille se voir sur Internet si au niveau de ce qui est surveillé, etc., il y a des informations. On n'a rien trouvé. Et lui dit, on était plusieurs amis
Et il n'y a que moi et un autre ami qui a vraiment ça. C'était des choses qui passaient dans le ciel et qui étaient d'un bleu mais très intense, très vite, hein, et qui... Je prends 3 questions avant de casser le... Monsieur est là. Juste par rapport à la conscience, par rapport à la physicien, est-ce que vous connaissez le physicien qui propose un modèle de conscience? Philippe Vivant. Ah, vivant, oui, bien sûr. À Montpellier, pas à Montpellier, à Aix. La conscience, c'est pour lui, c'est de l'espace, et les différentes densités d'espace-temps. Oui, oui. Ça va dans votre sens, hein, ça, c'est tout à fait... Donc, ça c'est très intéressant si vous voulez. L'époque qu'on va vivre là, va être extrêmement importante. Et comme ils sont si lents en France à vouloir passer les informations, je crois qu'il faut se brancher un petit peu sur l'internet. Sinon, Vous allez... un peu moins réjouissant, mais est-ce que vous avez entendu parler du Un peu projet plus fort pour derrière. Pardon, Vous avez entendu parler du projet art? Ah ben oui, bien sûr. Voilà, non, mais qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous? Mais c'est pas un projet. Pas un projet, c'est en cours. Non, Art existe depuis combien de temps? Ça fait au moins 25 ans, non? Oui, facile. Hein, c'est un maximum de temps. Et quel effet il pourrait pas avoir justement dans ce domaine-là? Oui, mais là, on est en train, si vous voulez, on est en train de parler de... On peut aussi. Non, parce que la Il y a un dernière fois, je monsieur me qui suis s'est fait laissé jeter. prendre la photo, mais on voit pas bien. J'ai sorti un truc comme ça, puis j'ai acheté un froid, puis là c'était fini, je pouvais plus parler. C'est un public qui perd. Ils m'ont plus jamais réinvité. Oh non, quand même. C'était un truc comme ça, je sais Philippe pas. n'est pas comme mais ça. c'était- Allez, j'ai donné 5 minutes de plus. Merci Philippe. Eh ben, oui, c'est ça, on est en train de parler clairement de la présence extraterrestre sur Terre. Voilà. Ouvrons les yeux, ouvrons les C'était yeux. les humains, moi j'ai vérifié ça. Pardon ? Je pensais que c'était plutôt une partie humaine un peu plus sombre qui essayait de maintenir une sorte de charme pour que les gens ne se réveillent pas, mais c'était humain, c'est pas forcément extraterrestre. Pour que les gens On ne se réveille pas, on ne s'élève pas, justement. Oui, mais le problème de toutes ces énergies, alors là je mets toutes les énergies depuis des millénaires et surtout les derniers siècles, là, qui ont essayé de freiner le développement des êtres humains et leur prise de conscience, tant spirituelle qu'au niveau de la présence extraterrestre, qu'au niveau des capacités justement psy et anomalies, toutes ces capacités-là de perception, qui ont harcelé les pauvres êtres humains qui avaient soit ces capacités, soit qui avaient des preuves de la présence extraterrestre sur Terre, tous ces plans qui ont essayé de garder la Terre et les êtres humains sous le boisseau de la stupidité, viennent des extraterrestres. Voilà. Ça a toujours été un plan extraterrestre. Alors évidemment, il y a d'une race particulière. On ne va pas tous les mettre dans le même paquet. Heureusement qu'il y en a des sympas et qui nous aident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu les pires, ils sont arrivés là, et voilà, c'était vraiment, on ne pouvait pas trouver pire. Ni dans le fait qu'ils ne soient pas humains, ni dans le fait qu'ils ne comprennent rien à la psyché humaine, ni dans le fait que la seule chose qui les intéressait, c'était de garder la main mise sur la planète. Voilà, c'est tout. De vous dire qu'ils sont parmi nous, c'est ça. Et évidemment, ils ont pris les êtres humains pour faire leur sale besogne. Ils les ont mis, tous les gens qui étaient capables et volontaires, si vous voulez, pour marcher avec eux, pour obtenir un peu de pouvoir, pour se faire placer dans telle et telle structure de puissance politique, etc. Évidemment, ou militaire, financier, etc. Et ils ont tous... voilà, s'ils acceptaient, là, ils se retrouvaient bien.
Ouais, on est en train de se libérer. Ils sont aux 3/4 partis. Enfin, je veux dire, on n'a plus que des tirs restants. Et on est en train de. Et c'est pour ça qu'on peut parler maintenant. C'est parce que on est en train d'être sur le point d'avoir pratiquement résolu tous les problèmes de leur présence, c'est-à-dire de les avoir foutus en l'air. Et donc les informations vont pouvoir sortir. Seulement, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut être pour le gouvernement américain, qui est au courant depuis 1947, avec une absolue certitude, et y compris l'URSS aussi, et l'Inde et la France, très rapidement. Qu'est-ce que ça peut, comment peuvent-ils sortir à une population qu'on a été colonisée, qu'on a été malmenée, pressurisée, etc., volée et compagnie, et qu'eux, ils n'ont rien dit? Comment voulez-vous qu'ils le sortent? Voilà, donc ça va évidemment, soft landing, ça va passer par tiens, on a vu quelque chose qui n'était pas naturel dans avec nos télescopes. Il y a une question. C'est peut-être pour boucler la boucle. Pardon? Ma question rejoindrait en fait ce que vous me dites. C'est si on apprend effectivement qu'il y a des ruines sur Mars, si on réalise qu'il y a des ruines sur Mars. Ah mais voilà, qu'elles sont prouvées. Plus que ruines, qu'il y avait une civilisation qu'on va qualifier proche des humains, peut-être. Ah, ça on ne sait pas. Voilà, ça on ne sait pas. Enfin, une civilisation, présence de vie, que cette vie a complètement été anéantie, puisque c'est plus ou moins le schéma qu'on identifie. Quelque part, moi, en tant qu'être humain, pauvre être humain sur ma chaise, aujourd'hui, je me dis, mais si cette civilisation qui était sur Mars, développée, etc., a été complètement soufflée par on ne sait pas quoi, on ne veut pas trop le nommer, comment est-ce que nous, on peut s'assurer la survie et pas le même destin? Bah oui, c'est ce que tout le monde se pose. Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Parce que si ce souffle monstrueux est arrivé par on ne sait pas quoi, mais on a les éléments radioactifs qui ne peuvent pas être naturels. Voilà. On a les deux points d'impact près de l'ancien rivage de l'océan, du Paléo-Ocean, et donc c'était là où il y avait des villes. Vous avez sur Internet, vous allez trouver les cartes, je vais les mettre si vous voulez. Je vais les mettre sur mon blog. Vous avez les cartes des emplacements. Ça, ok. La preuve qu'il y a quelque chose, ok. Mais c'est le destin qui m'inquiète. Pardon? C'est le destin qui leur a été réservé qui m'inquiète. Et moi, je me dis, mais finalement, eux, c'est ce destin qui leur a été oui, mais on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Nous, on a bien des trucs Hiroshima. Je veux dire, admettons, si vous voulez, admettons qu'une civilisation dans je ne sais pas combien de milliers d'années, si vous voulez, s'aperçoivent que, ou de millions d'années, s'aperçoivent qu'il y a eu des êtres, de la vie sur Terre, des civilisations sur Terre, des cultures, etc. Et que justement, ils perçoivent encore la trace d'Hiroshima et Nagasaki. Ça pourrait faire pareil il y a 2 siècles. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, la seule différence, c'est qu'on sait que ces 2 explosions nucléaires étaient si fortes qu'elles ont soufflé l'atmosphère de la planète et qu'elles ont rendu Mars morte. Stérile. Tué Mars, la planète. Alors, tout le monde se pose des questions. Voilà. On ne peut pas débattre, si vous voulez, mais... C'est une hypothèse Mais je pense, si vous voulez, que quand face à ce genre d'informations et d'événements qui se sont passés il y a fort longtemps, la stratégie qui a été utilisée jusqu'à présent, qui était de ne pas donner les informations à la race humaine, je pense qu'elle est complètement aveugle, elle est même dangereuse.
Parce que justement, si on n'arrive pas à réfléchir, si on est toujours en train de s'imaginer, c'est comme un gamin qui croit au Père Noël. On croit qu'on est les seuls, la seule civilisation intelligente dans le cosmos, mais attendez. Et on sait qu'il y a il y a 200 milliards de galaxies, 200 milliards de soleils dans la galaxie, 200 milliards de galaxies dans l'univers. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on ne peut pas imaginer qu'on est les seuls. On est limité par le sens. Il y a Pardon Oui, oui, mais bon, il faut quand même prendre nos responsabilités. Bon, d'un autre côté, si vous voulez, je pense que les gouvernements, ce qu'ils ont cherché à faire... On reste ensemble quelques instants et on peut finir sur... Voilà, c'était qu'on était... ils ont attendu, si vous voulez, notre situation était tellement grave que je pense qu'ils ont attendu d'avoir pratiquement résolu le problème pour pouvoir donner des informations. Voilà. Merci, Chris. Merci.